Bonjour, je suis Guillaume Baudard et voici cette deuxième démo Technic Lighthouse. Les objectifs du sprint ont été pour les clients, la sécurisation de leur authentification. Les objectifs techniques sont la prise en main de l'API qui, comme vous le savez, était basée sur un code de démonstration disponible sur GitHub, mais super orienté sur des technologies SQL que nous allons abandonner. D'un autre côté, nous avons opté pour le stockage via RIAC, donc un gros ramp-up technique autour de ce sujet, et également aborder le sujet du développement, du recrutement d'un nouveau collaborateur. Le site internet a pour sa part positivement évolué. Il est désormais basé sur un autre projet, un autre template thème. WordPress est beaucoup plus attractif. Nous avons également activé le SSL de manière à pouvoir obtenir une meilleure sécurisation, un meilleur référencement, car c'est important, mais également de parvenir assez rapidement à prouver que nous sommes en mesure de protéger nos échanges avec du SSL. Niveau retour sur investissement, le site internet commence à faire l'objet de visites. Ce n'est que les débuts, nous n'avons pas encore une activité suffisante, mais nous avons la preuve que de son côté, Google Analytics fonctionne correctement. Le stockage. Le stockage, ça a été le gros sujet de ce sprint qui a vu l'apparition de RIAC dans notre base dans notre stack technique. Pourquoi RIAC? Pourquoi pas un RDBMS classique, façon MySQL, ou des alternatives célèbres comme Mongo ou Cassandra, ou le moins connu CouchDB? La réponse se situe dans cette phrase et sur ce site. Je mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un fantastique article de blog qui décrit les avantages et les inconvénients, les points forts de chaque système de stockage. Ce qui m'a permis de découvrir RIAC et de bien isoler son cas d'utilisation. En plus de ce que vous voyez à l'écran, on a bien entendu la capacité de stocker l'information en JSON, donc avec un schéma qui peut évoluer, loin des problèmes du SQL classique, mais pas que. On pourrait également y stocker des objets dans une binaire, dans une limite de 1 méga environ, ce qui a un vrai avantage. On a également l'activation quasiment par défaut d'un Solr lié aux données RIAC. On appelle ça RIAC Search ou Yokozuna. C'est une très chouette feature de recherche, car il ne faut pas perdre de vue que RIAC est un système clé-valeur à la base. Solr offre la fonctionnalité d'index tiers et de full text search. Bien entendu, RIAC est ultra scalable, c'est sa grosse force. Il est gratuit et il y a chez RIAC des choses qu'on ne voit pas trop ailleurs, à savoir les fonctionnalités de résolution de ce qui s'appelle la strong consistency, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Avant d'avancer plus loin dans les bases de données, je dois vous parler du théorème CAP, qui est un théorème qui date des années fin des années 90, début des années 2000, qui établit qu'on ne peut pas avoir la consistance des données, la disponibilité des données et la tolérance au partitionnement de ces données avec une seule implémentation technique. Il faut souvent, pas toujours, faire le choix d'en sélectionner seulement deux et d'en rejeter une troisième. Par l'illustration. Avec ce schéma, qui provient d'un article dont je vous recommande également la lecture, on voit ce fameux triangle CAP avec les différentes sortes de machines. D'implémentation technique. Les traditionnels RDBMS sont orientés vers la consistance des données et la disponibilité des données. Par contre, comme on le sait, c'est très difficile de répliquer la donnée sur d'autres nœuds.
Ça pose de gros soucis. Dans le cas de MySQL, des réplications qui sont difficiles. On a les options consistance versus partition avec des cas MongoDB. Et dans le cas de la disponibilité alliée au partitionnement des données, nous sommes dans le cas des CouchDB, des Cassandra, des DynamoDB et de Riak. On a la difficulté autour de la consistance des données. Donc la consistance des données chez Riak est dite eventual. Donc cela finira par devenir consistant, les données que vous enverrons, mais ça peut prendre du temps. Il y a plusieurs solutions à tout ça. Dans le cadre des bases de données de type AP, la consistance des données est un vrai problème. C'est pourquoi l'INRIA a travaillé dessus. Donc c'est Marc Shapiro qui a fait une chouette conférence, donc je vous recommande le visionnage, autour des CRDT, qui sont les Conflict Free Replicated Data Types. Pour faire très court, c'est l'encapsulation de données primaires, comme des compteurs, comme des listes, comme des mappings, dans des objets qui incluent une logique de fusion, de résolution de conflits intégrés. En l'occurrence, définir un compteur qui est une variante d'un entier part du principe que la valeur la plus haute sera toujours la plus consistante, car un compteur est censé toujours augmenter. Vous le verrez dans la vidéo, c'est un sujet vraiment intéressant d'informatique théorique. Maintenant, dans les solutions pratiques, Riak, comme je vous le disais précédemment, arrive avec des solutions embarquées pour gérer tout cela. Donc il y a les data types qui sont les CRDT présentés précédemment. Il y a également l'activation de ce qu'ils appellent la strong consistency, qui est lent, mais vraiment lent par rapport aux fonctionnalités et vitesse habituelles de Riak. Et un autre type de stockage s'appelle write once, qui permet d'ignorer les possibles modifications dans un second temps. Donc, Riak à l'usage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, ces 2 semaines ont été relativement balancées entre deux optiques. D'une part, j'étais vraiment confronté à une difficulté autour de la courbe d'apprentissage de Riak. Malgré tout ce que j'ai pu lire précédemment, l'enrobage, la documentation qui est sympathique, c'est quand même un investissement beaucoup plus important que de mettre en place un simple MongoDB ou un MySQL. Beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses neuves, des nouveaux concepts, et c'est parfois un peu pénible. Il n'y a pas de solution de ODM, comprendre modèle de données dans le code, en tout cas pas pour l'instant, pas en Python, ce qui est un petit peu gênant, donc j'ai dû broder et inventer ma propre solution. La communauté est peu visible sur Google, la moindre requête autour de Riak renvoie uniquement sur la documentation, et pas comme d'habitude avec Stack Overflow. C'est un petit peu pénible. Je vais probablement finir par trouver l'endroit où Google va apprendre à répondre à mes besoins. On verra ça dans les semaines qui viennent. Et finalement, il y a des problèmes autour de la dockerisation parce qu'il y a assez peu d'images Docker utilisables. Il y en a une particulièrement qui est pas à jour. Les autres, dans tous les cas, sont pas du tout utilisables en production. C'est le premier. C'est un ensemble de choses qui m'ont fait perdre du temps. Mais à l'avantage de Riak, on a la documentation qui est lisible, elle est relativement complète, ça c'est fort agréable. C'est plutôt bien outillé, on a une API Python, on a des outils d'administration qui permettent assez rapidement de diagnostiquer des problèmes de configuration. On a le sentiment d'être à l'abri parce qu'on a toujours Solr à disposition pour pouvoir manipuler, rechercher l'information. C'est très rassurant quand on vient d'un milieu qui emploie déjà des systèmes d'index basés sur Lucene. Et finalement les data types qui sont, l'air de rien, un très bon moyen
de s'affranchir des problèmes de consistance des données qui entraînent des coûts en termes de développement que pour l'instant je peux pas me permettre. Et maintenant on va parler de l'API publique de Lighthouse. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben on a désormais quelques nouveaux endpoints qui fonctionnent, mais nous avons encore toujours énormément de travail à faire. On va faire une petite démonstration de cette API. Tout d'abord, on va utiliser HTTP. Je vous le rappelle, c'est un chouette client qui remplace aisément curl. Facile à trouver, il s'installe avec pip, c'est du Python, c'est excellent. Donc, nous avons notre API qui est disponible, le nouveau endpoint register qui nous dit on fonctionne avec du POST. Donc, j'ai envoyé du POST, je connais mes paramètres, donc là j'envoie avec HTTP une structure JSON. Donc là, je vais créer un utilisateur qui est bien stocké en base de données. Si maintenant j'essaye de le recréer à nouveau, j'obtiens une erreur. C'est attendu. On ne peut avoir qu'un seul utilisateur par username. Je viens d'enregistrer mon utilisateur. Il a un mot de passe. Pourquoi pas l'utiliser directement avec notre endpoint d'authentification. Je n'ai pas le droit, il manque quelque chose. Et comme on le voit ici, j'ai un endpoint de confirmation. Je viens de valider mon compte, ce qui fait que si je réessaye de me loguer sur le endpoint d'authentification, il est d'accord et il veut bien m'envoyer mon petit token. Donc là, je viens d'interroger avec mon ticket d'authentification le endpoint de base qui me liste tous les services à disposition dans l'API. Nous n'en avons qu'un, c'est Users, qui est cette vue de listing des utilisateurs. Alors ça n'a pas grande valeur pour l'utilisateur final. Cela dit, ça prouve que nous sommes capables de stocker et de présenter, de trier des objets stockés dans Riak de différentes façons. Voilà. Donc ce sera tout pour notre API du point de vue utilisation. Ça paraît bien peu de choses, mais c'est un grand cap technique qui a été franchi. Je vais vous parler maintenant de notre système de stockage. Comme vous le savez, nous utilisons une API Python qui est basée sur Riak. Le souci étant que il n'y a pas d'ODM basé sur Riak dans le commerce pour Python du tout. C'est pénible, donc il a fallu composer avec ça. En l'occurrence, j'ai trouvé Schematics, qui est un projet open source qui est l'air de rien un très bon compromis. C'est du Python qui définit les propriétés d'un objet, façon ORM, ODM, qui s'assure de la validité des inputs et qui permet de caster l'information dans un style natif, en l'occurrence du Python brut, dans un style primitif, en l'occurrence du JSON, ou dans tout autre type d'exportation. Le code pour sa part ressemble à ceci. On a une classe
qui étant le modèle schématique. On définit des propriétés qui correspondent à des types, qui ont des defaults, qui ont des options de validation. On définit des options génériques à cette classe utilisateur. En l'occurrence, là, je dis que je stocke dans un namespace qui s'appelle user, donc dans React, dans un bucket qui s'appelle users, ce serait une base de données, ce serait une table users. Je définis des rôles qui permettent de blacklister ou de whitelister des éléments pour une exportation. On a des méthodes sérialisables qui font que lors de l'export, on rend ce self URL sous la forme d'une valeur. Donc, je vais vous montrer le output ici. Self URL que vous voyez là, c'est le résultat de cette méthode. La clé, qui est importante, qui est générée à partir du username. Et ce que demande Schematic, c'est de créer des fonctions qui permettent de créer des factories, une factory qui permet de partir d'un objet React et de devenir un objet Schematics, et une méthode qui dit je suis un objet Schematic, je veux devenir un objet React, sauvable, interagissable, voilà. Pour ce qui s'agit du coverage et de la code quality, oups, on va pas sauter la conclusion tout de suite, je vais vous montrer un petit truc sympa d'abord. Nous utilisons un outil qui s'appelle PyBuild. Donc, c'est un outil qui remplace aisément et facilement Maven, qui permet d'automatiser le build. Nous avons également Flake8, qui est un outil de validation de qualité de code. Nous avons des tests du code coverage, avec chez nous 76% de coverage à l'heure actuelle, et des tests d'intégration qui sont eux basés sur une image Docker qui est générée parce que nous livrons par le biais de Docker notre application en production. Donc ça c'est notre build et ça fonctionne plutôt bien. Et le déploiement en prod se fait tout aussi facilement via Ansible. En conclusion sur ce sprint, qui a été un sprint un peu particulier parce qu'il a été doublement long, un très gros investissement a été fait sur React et les solutions qu'il fournit. C'était quelque chose d'important parce que nous en aurons besoin, non pas pour stocker des utilisateurs, parce qu'on aurait pu très bien faire ça dans MongoDB, mais notre cœur de métier va nous obliger à stocker énormément de données. C'est pourquoi on avait besoin de valider ce moteur de stockage. On espère à partir de maintenant être en mesure de beaucoup plus facilement accélérer la génération de nouveaux endpoints sur l'API parce qu'on a un code qui est facilement extensible désormais. Il faut vous rappeler que nous recrutons en ce moment, nous avons besoin d'un profil qui travaillerait en télétravail autour des technologies ES6, React, Redux. Donc vous avez possibilité de faire tourner cette annonce, mais également de postuler vous-même. Vous êtes le bienvenu. En tout cas, merci d'avoir suivi cette démo et je vous dis à la semaine prochaine.